Bonjour et bienvenue à notre présentation pour le cours CF100 Cyberfraude pour le professeur Abdelwahab Laouni. Nous allons revoir l'attaque blockchain qui s'appelle Attaque Sandwich. Euh, les deux frères Anton Pereira Bueno, 24 ans, et James Pereira Bueno, 28 ans, tous deux diplômés du MIT, ont étudié les mathématiques et l'informatique. Possèdent également une expertise en matière d'échange de crypto-monnaies, ont exploité la blockchain Ethereum en profitant d'une vulnérabilité que les frères ont découvert dans la valeur maximale extractable, le MEV. Les frères ont été arrêtés à New York et à Boston le mardi 14 mai. Le ministère de la Justice a levé les scellés sur les chefs d'accusation le mercredi 15 mai. Ils sont accusés de 3 chefs d'accusation par le tribunal du district sud de New York. Le premier chef d'accusation, complot en vue de commettre une fraude électronique. Le deuxième, la fraude électronique. Et le troisième chef d'accusation, complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Il nous faut quelques définitions pour commencer à comprendre l'attaque. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? La crypto-monnaie est en fait une monnaie numérique dans laquelle les transactions sont vérifiées et les enregistrements conservés par un système décentralisé utilisant la cryptographie. Il existe plusieurs types de crypto-monnaies, tout comme il existe plusieurs types de monnaies dans le monde. Au lieu de déposer notre argent à la banque comme nous le faisons traditionnellement, les crypto-monnaies peuvent être conservées localement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans des portefeuilles numériques qui sont identifiés par une adresse électronique unique. Les blocs sont des données individuelles qui contiennent des informations sur les transactions passées et présentes. Ces blocs sont insérés dans la blockchain et sont revalidés par l'ensemble du réseau de la blockchain, puis enregistrés de manière permanente. Passons maintenant à ce que est le réseau Ethereum et son fonctionnement. Le réseau Ethereum est une blockchain décentralisée utilisée quotidiennement par des millions d'utilisateurs pour transférer des crypto-monnaies. Ethereum fonctionne grâce à un réseau décentralisé défini par des règles et des protocoles. Ces services financiers sur la blockchain publique d'Ethereum sont communément appelés finances décentralisées ou DeFi. Ether est le nom de la monnaie du réseau Ethereum dont l'acronyme est ETH. Les validateurs sont essentiels à la validation des transactions sur le réseau Ethereum. Le rôle des validateurs est d'examiner l'intégrité et la sécurité du nouveau bloc qui est poussé sur le réseau avant qu'il ne soit inséré dans la blockchain publique. Le validateur dispose alors de 12 secondes pour effectuer le processus de vérification. Et le validateur est rémunéré par un montant convenu d'Ether qui représente une partie de la valeur maximale extractible, le MEV de la transaction. La transaction et en attente ne sont pas traitées dans l'ordre chronologique, mais elles sont en concurrence pour l'ordre basé sur le MEV de chaque transaction. Sans le protocole intrinsique de construction du bloc, la concurrence entre les validateurs pour les opportunités de MEV crée une instabilité du réseau. Merci, et je passe la parole à Mingxia. Alors, dans le fond, l'analyse du problème, c'est que les frères ont commencé à planifier leur attaque depuis décembre 2022. Donc, ils ont pris le temps d'apprendre les comportements des traders, des victimes dont ils ont volé leur crypto-monnaie. Ils ont aussi conçu un plan pour attaquer le blockchain qui est défini comme un registre comptable public. Donc, l'explication de haut niveau de l'attaque est une manipulation des blocs et l'insertion de blocs
frauduleux dans la blockchain. C'est pourquoi l'attaque est connue sous le nom d'attaque en 12 secondes, qui a permis de voler 25 millions de dollars. La vulnérabilité réelle se trouvait dans le code de relais du logiciel MEV Boost, que 90% des validateurs exécutent dans la blockchain, ce qui permettait aux frères, justement, de voir les transactions des blocs avant qu'elles ne soient officiellement envoyées aux utilisateurs. Et ceci et les constructeurs s'en servent pour percevoir leurs honoraires auprès des utilisateurs en réorganisant ou en insérant des transactions dans un bloc avant qu'elles ne soient officiellement envoyées. Donc, lorsque l'affaire des 25 millions de dollars ont été éclatés, l'ETH a connu une légère baisse de valeur qui a été compensée dans la même semaine par un gain. Donc ici, on peut le voir justement la baisse qu'il y a eu. Et puis, après, lorsque l'arrestation des frères a été annoncée, l'impact de l'ETH Network n'a pas été significatif. Il a certes connu un creux à l'annonce de la nouvelle, mais il s'est rapidement redressé et atteint son deuxième pic le plus élevé de tous les temps. Donc ici, on voit que justement, il y a eu un creux, puis après, ça a redressé. Cela nous amène à supposer que les avantages de l'ETH pour ses utilisateurs l'emportent sur les risques auxquels la plateforme est confrontée à tout moment. Donc, une des solutions qu'on aurait pu mettre en place pour éviter que ce genre de problème arrive, c'est dans le fond une notification à deux facteurs ou une authentification de données biométriques. Parce qu'une des raisons pour lesquelles ce problème est arrivé, c'est que les frères ont imité les signatures des utilisateurs. Donc, il aurait fallu qu'il y ait justement une authentification plus robuste. Sinon, aussi, il aurait fallu que les blocs soient exécutés dans un ordre chronologique au lieu que ce soit aléatoire comme ça l'était, afin que justement, s'il y a un bloc qui n'est pas dans l'ordre chronologique, et bien, ça envoie une notification, puis justement une alerte, et ça arrête les transactions. L'autre moyen d'empêcher ce type d'attaque consisterait à modifier l'architecture du modèle Ethereum en changeant la compétitivité qui crée dans les traitements des transactions en attente. Donc, en passant d'un modèle MEV à simplement traitement des transactions dans un ordre chronologique, ce changement aurait un impact négatif sur le prix de l'Ethereum et ralentirait sa progression. Ou sinon, une façon d'empêcher ce type d'attaque serait de mettre en place des limites de taux entre les transferts, ce qui limiterait les transactions de transfert d'un bloc à la fois. Sinon, voici les sources qu'on a utilisées ici, comme Cointelegraph, Justice Gouvernement, Coindesk, un autre site de Cointelegraph, puis Blockworks. Donc voilà notre présentation. Merci pour votre écoute.